Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir plutôt. C'est la fin de cette journée, de cet après-midi consacré à l'entreprise responsable. Je voudrais vous proposer d'accueillir Pascal Canfin, député européen et président de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire au Parlement européen. Bonsoir Pascal, voilà, je vous vois enfin. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien, je suis retenu à Strasbourg. C'est pour ça que je ne peux pas être physiquement avec vous, mais j'espère que la visio va bien fonctionner. La visio fonctionne très bien. Je voulais vous souhaiter une bonne fête de l'Europe, puisque c'est le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. C'est sans doute pour ça que vous êtes resté à Strasbourg, sinon on aurait eu plaisir. C'est parce qu'on est en séance plénière à Strasbourg. C'est là que nos obligations nous appellent. Alors, Pascal, pour vous résumer la journée, on a essayé d'expliquer en quoi aujourd'hui on est en train de rentrer dans le dur, dans la révolution verte, dans le Green Deal, comment les entreprises se préparent à l'appliquer dans le contexte que chacun connaît. Ce que j'aimerais peut-être vous proposer pour conclure cette journée, beaucoup de choses ont été dites, c'est de replacer peut-être, tel que vous l'avez vécu et vous y avez participé, l'Europe dans la compétition verte mondiale, à un moment où il y a le fameux IRA, alors je ne sais pas si on doit dire en anglais IRA américain, l'Inflation Reduction Act, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, mais qui, pour beaucoup, est considéré comme une forme de protectionnisme vert, qui va conduire, c'est la bonne nouvelle, l'Amérique à aller beaucoup plus vite par un système de crédit d'impôt dans sa transition, mais qui pose évidemment un défi aux entreprises européennes. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous voyez ça? Est-ce que vous estimez qu'avec le paquet climat et le Green Deal tel qu'il est, l'Europe est en mesure de rivaliser et de porter le fer là où il doit être porté pour réussir sa transition? Alors, c'est évidemment une question qui nous occupe beaucoup. Et je rebondirai sur votre introduction. Effectivement, d'abord, c'est une bonne nouvelle que les Américains soient à bord de la transition vers la neutralité climat et investissent massivement dans les technologies décarbonées. Deuxièmement, je pense qu'on peut retenir le fait que dans l'histoire, 2022, avec le Green Deal, l'IRA et toutes les politiques chinoises par ailleurs, restera dans l'histoire comme l'année où la compétition mondiale pour la localisation des chaînes de valeur, des technologies, des industries nécessaires à l'atteinte de nos objectifs climatiques a vraiment commencé. C'était jusqu'à présent assez largement sur des PowerPoint. Maintenant, c'est dans la réalité de la compétition internationale et des politiques publiques. Et c'est une bonne nouvelle, puisque c'est la seule façon de gagner la bataille, c'est que tout le monde s'y mette. Et qu'il y ait une sorte de course à ce que la technologie la plus verte l'emporte et soit diffusée le plus largement, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. À l'intérieur de ça, il y a maintenant des enjeux pour nous. Comme toute course, on peut la gagner ou on peut la perdre. Premier enjeu, vous l'avez dit, c'est l'aspect protectionniste de la chose. Et donc, comme vous le savez, il y a des négociations en ce moment même qui normalement devraient déboucher très rapidement pour que l'Europe soit du bon côté, en quelque sorte, de ce que les États-Unis sont en train de construire, qui consiste à se déconnecter progressivement des chaînes de valeur chinoises. Leur objectif, c'est la Chine, on peut en discuter, mais en aucun cas, c'est de déconnecter l'Europe des États-Unis, bien au contraire, pour des tas de raisons géopolitiques évidentes. Donc je pense que nous allons trouver un accord exactement comme le Japon et les États-Unis ont trouvé sur le même sujet il y a quelques semaines un accord. Puis ensuite, il y a le montant du soutien américain aux entreprises européennes qui s'interrogent sur leur plan d'investissement décarboné. Et là, juste un mot. Lorsque l'on regarde ce qui a été budgété par les États-Unis, c'est 400 à peu près, 400 milliards de dollars sur 10 ans. Lorsque l'on regarde l'analyse de Goldman Sachs, on est à 1000 milliards de dollars. Si toutes les entreprises qui commencent à s'interroger sur le fait d'aller produire aux États-Unis plutôt que chez nous, par exemple, réaliser ces investissements outre-Atlantique. Et donc, il faut regarder l'IRA dans le détail. Beaucoup de décrets ne sont toujours pas sortis. L'enveloppe budgétaire de 400 milliards serait explosée
Or, il n'y a pas de majorité au Congrès pour aller plus loin. Donc, il faut ne pas... Le marketing politique américain est particulièrement puissant. Il est en partie basé sur des faits, en partie basé sur des décisions qui ne sont pas encore prises. Il faut pas s'affoler, c'est l'attention des investisseurs européens sur ce sujet. Donc vous dites à tous ceux qui disent l'Europe va se désindustrialiser à cause de ce paquet américain et le fait que l'énergie, vous ne l'avez pas cité, mais ça peut être le deuxième volet de la riposte que nous devons mettre en place, est beaucoup plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Vous dites qu'il ne faut pas s'affoler tout de suite, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour faire un IRA européen, et notamment du point de vue des entreprises? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui les armes pour rivaliser en Europe? Exactement. Donc, le premier point, et merci de me permettre de faire cette transition, le premier point, je n'y reviens pas, c'est quand même d'analyser dans le détail l'IRA dans sa complexité et ses nuances qui sont bien plus fortes que, encore une fois, le marketing politique peut le laisser penser du côté américain. Deuxième point, évidemment, c'est que malgré tout, il existe, et donc il faut y répondre. Là, on a plusieurs éléments de réponse qui sont déjà actés et d'autres qui sont en construction. Ce qui est déjà acté, et vous y avez fait référence vous-même, c'est le sujet du prix de l'énergie. Si l'IRA est aussi attractif aujourd'hui, ou en tout cas semble être aussi attractif, c'est aussi parce qu'il vient se cumuler avec un différentiel de prix de l'énergie pour nos industriels. D'où l'importance de remettre de la prévisibilité, de la capacité d'accord sur des prix négociés dans la durée entre nos fournisseurs d'énergie et nos grands industriels. Et c'est exactement le sens de la réforme du marché de l'électricité que la France a poussée depuis plusieurs mois, qui est en ce moment en train d'être négociée et pour lequel tout le monde est d'accord pour dire que d'ici la fin de l'année, toute la négociation sera bouclée. Donc ça sera fait en un temps relativement rapide. Deuxième élément, la réforme des aides d'État. Là aussi, c'est déjà fait, avec une révolution culturelle dont je pense nous ne mesurons pas suffisamment l'ampleur. La Commission européenne, y compris la DG Concurrence, toutes les entreprises, les grandes entreprises qui se sont heurtées une fois dans leur vie à la DG Concurrence, savent que ça peut parfois être douloureux. Eh bien, cette DG Concurrence a maintenant comme doctrine officielle le fait de dire que pour analyser le soutien possible d'un État membre à une entreprise d'investissement, elle va regarder non pas simplement le degré de soutien à l'intérieur de l'Union européenne et le degré de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne, mais le degré de l'Union européenne pour une distorsion. On regarde unique et on oublie que ce marché unique est évidemment plus large. Merci. Je disais, excusez-moi pour le problème technique, Je vous en prie. donc je disais que du point de vue du prix de l'énergie, nous sommes en train de réformer le marché de l'électricité. Ce sera finalisé avant la fin de l'année et nous allons ainsi réintroduire une prévisibilité du prix de l'énergie négocié entre nos industriels, les fournisseurs et les pouvoirs publics. Ça, c'est très important dans la réponse. Deuxième élément, la réforme des aides d'État, où, pour simplifier, la DG Concurrence de la Commission européenne abandonne sa doctrine historique où elle ne regardait que la concurrence à l'intérieur du marché unique et elle a maintenant ce qu'on appelle la matching proposal, c'est-à-dire si un État tiers, par exemple les États-Unis, est capable de mettre une offre de, je ne sais pas, 100 millions sur la table pour aider telle entreprise à s'installer, alors un État membre ou une coalition d'États membres sont autorisés, sans que ça puisse être caractérisé comme une aide d'État, de mettre au moins autant. Donc ça veut dire qu'on passe d'un système basé sur des règles ex ante à un système basé sur la performance et la concurrence avec une offre internationale. Voilà deux exemples qui sont déjà actés et qui changent profondément les règles antérieures. Troisième élément, la simplification des investissements et des autorisations dans les permitting, dans tout ce qui est process de subvention, etc. Quatrième élément, la nécessité d'avoir un accompagnement financier européen à travers ce qu'on appelle un fonds de souveraineté. Un fonds de souveraineté, ce n'est pas un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est un fonds type Émirats, Norvège, etc., qui a un cash flow qui est une source énergétique. Il se trouve qu'en Europe, nous n'avons pas la capacité de monter un fonds souverain basé sur du pétrole ou du gaz. Donc, quand on parle de fonds de souveraineté,
c'est un endettement commun européen complémentaire du plan de relance historique que nous avons réalisé il y a 2 ans, de façon à structurer des investissements ensemble dans des filières stratégiques clés pour notre souveraineté, notre autonomie stratégique et clés pour la décarbonation. Ça, c'est une étape qui arrivera en juin-juillet, au moment où la Commission européenne va présenter son nouveau cadre budgétaire pour les années qui viennent. Alors, on a beaucoup parlé cet après-midi aussi d'ESG, de finances responsables, d'entreprises responsables. Alors, il y a un cadre réglementaire qui est fixé au niveau européen. Il est connu pour les fonds d'investissement, je ne reviens pas dessus, la fameuse directive SFDR. Et il y a une nouvelle directive qui s'appelle la CSRD, qui concerne le reporting extra-financier, qui suscite pas mal de questions, pas mal d'interrogations sur la complexité, les 1200 critères qui vont s'imposer, notamment pour les PME qui auront beaucoup de mal à les appliquer. Est-ce que vous pourriez les rassurer, des PME qui nous écoutent, en disant on n'est pas face à une bureaucratie bruxelloise qui va rendre les choses plus compliquées, mais peut-être dans une démarche qui permettra peut-être d'y voir plus clair dans les stratégies de décarbonation et de reporting effectivement sur l'ESG de façon plus globale? Alors, d'abord, ce texte ne concerne pas les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, toutes les petites et moyennes entreprises sont totalement exclues de ce texte, sauf si leurs donneurs d'ordre, entreprises plus grandes, leur demandent de reporter pour elles-mêmes, pour le donneur d'ordre. Mais ça n'est pas le cadre légal qui s'impose. Deuxième élément, les fameux 1200 critères que vous venez d'évoquer, c'est le cas absolument théorique où une entreprise aurait des impacts partout, sur tous les sous-indicateurs prioritaires. Ce n'est évidemment pas le cas, et plus la taille descend, plus l'entreprise est spécialisée dans un secteur particulier, dans une production particulière, plus son impact se mesure à travers une batterie d'indicateurs de, je ne sais pas, quelques dizaines, mais certainement pas 1200. Ça, c'est pour l'ensemble de l'économie, pour tenir compte tout simplement de la diversité, de la réalité, de l'impact des secteurs économiques. Donc, pas de faux. Ça ne concerne pas les PME directement et personne ne va remplir 1200 critères. En revanche, une des demandes récurrentes des investisseurs, dans l'ESG comme ailleurs, c'est de dire, moi je peux pas, j'ai besoin que vous créiez un marché européen de la donnée, de la transparence, de l'information sur l'impact des entreprises et de ce qui est vert ou pas, de ce qui est utile ou pas à la transition, pour que je puisse sortir de la situation où aujourd'hui un investisseur suédois n'investit pas en Espagne parce que son cadre de référence de doctrine d'investissement n'est pas le même que la loi espagnole qui ne considère pas vert la même chose. Et à ce moment-là, on limite, on met des barrières à l'investissement au lieu au contraire de maximiser l'intérêt du marché unique et de future union des marchés des capitaux. Donc c'est précisément pour ça qu'on harmonise la façon de traiter les données de façon à ce qu'il y ait un marché unique, des données transparentes, tout le monde sait exactement dans quoi il investit avec les mêmes définitions. Et c'est pour ça que CSRD doit se penser en association avec un autre texte qui a fait beaucoup parler de lui, qui est la taxonomie, de façon à ce qu'on puisse progressivement couvrir l'ensemble des secteurs qui ont le plus d'impact sur le climat et la biodiversité pour, encore une fois, parler le même langage, ce qui me semble être tout simplement de bonne politique. Et pour CSRD, il y a un argument, il y a un élément qui me semble absolument décisif. C'est le plan de transition climat 1,5 degrés. Aujourd'hui, les entreprises et les investisseurs mesurent leurs émissions de gaz à effet de serre actuelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bilan de gaz à effet de serre. Mais forcément, une entreprise dans un secteur industriel émettra toujours plus, ou en tout cas dans une période de temps prévisible, qu'une entreprise de service. Est-ce pour autant la raison de désinvestir dans l'industrie pour investir dans les services? Si vous faites ça, vous réduisez votre bilan carbone, c'est clair. Est-ce que vous financez la transition? Et donc, pour sortir d'une logique blanc ou noir, ou plutôt vert ou gris, on a créé l'obligation pour les entreprises concernées, donc toujours de plus de 250 salariés, d'avoir un plan de transition basé sur la science qui explique quelle est leur stratégie
pour adapter leur modèle économique, leur technologie, leur recherche, leurs brevets, etc., à un monde qui limite le réchauffement climatique à 1,5 degré. Comme ça, un investisseur sait, de manière là aussi comparable, transparente, quelle est la stratégie de l'entreprise A versus l'entreprise B. Est-ce qu'elle a un plan, est-ce qu'elle n'a pas de plan, est-ce que ce plan est crédible, pas crédible. Et ça permettra à tous les investisseurs responsables de faire le tri sans avoir à se dire, mince, j'investis dans une entreprise de l'industrie, donc forcément c'est fossile, c'est très carboné et donc c'est pas bon pour moi. Ben non, si c'est une entreprise de l'industrie qui a un plan crédible pour arriver à 1,5 degré, au contraire, c'est précisément là qu'il faut mettre le capital. Dernière question, on n'a que 2 minutes qui nous restent, donc je ne voudrais quand même pas l'éluder parce qu'on vous a aussi invité pour ça. On a évoqué les sujets de la RSE. Vous avez participé au titre de Renaissance à un rapport sur le partage de la valeur dont on vient de parler un petit peu tout à l'heure avec Thibault Langsad qui avait participé. De votre point de vue, face à la situation économique, l'inflation, la problématique plus générale d'une transition qui va poser des problématiques de justice sociale, comment est-ce que le partage de la valeur dans l'entreprise peut apporter une réponse? Et est-ce que vous pensez que le projet d'accord, notamment, qui est en France sur la table et qui va arriver, peut apporter une plus grande démocratisation de ces mécanismes? Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on dit, c'est que les grands groupes en profitent et les PME, et notamment les plus petites, alors là, pour le coup, largement en dessous de 250 salariés, passent souvent à l'as, si j'ose dire. Alors, je suis totalement convaincu, et ça a été dit très très bien par les intervenants précédents, que le partage de la valeur ajoutée a un rôle clé à jouer pas seulement dans l'atteinte d'un capitalisme responsable, mais tout simplement dans le fait d'avoir une société stable et une démocratie qui fonctionne. Parce que les inégalités à l'intérieur d'une démocratie conduisent toujours au populisme. C'est une leçon historique que l'on ne doit jamais oublier. Donc il faut aller dans cette direction. Il y a plusieurs outils. L'un d'entre eux est le partage de la valeur ajoutée. Je me réjouis qu'on ait avancé, je me réjouis que les sociaux aient trouvé un accord. Chacun sait que ça n'était pas évident au départ. Je pense qu'on a contribué modestement à mettre un peu de pression dans le système de façon à ce qu'il y ait un accord à la fin. Le gouvernement et le Parlement vont reprendre cet accord et tout ça est très bien. Je fais juste une remarque à titre personnel sur la partie super profit, qui est un élément mineur du partage de la valeur. Ça concerne pour de vrai quelques dizaines d'entreprises. Mais symboliquement, politiquement, c'est le fait qu'il n'y ait aucune... Je regrette dans l'accord. Je crois que... Est-ce que ça fonctionne? Allez-y. Je regrette qu'il n'y ait aucune définition dans l'accord de ce qu'est un super profit. Parce que le risque, c'est qu'on ait du coup une bataille permanente. Certains chefs d'entreprise diraient qu'il n'y a jamais de super profit, et certaines sections syndicales, je ne les nommerai pas, de 3% de profit, c'est un super profit. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus sage, beaucoup plus simple pour tout le monde d'adopter la définition européenne de ce qu'est un super profit. C'est une définition conventionnelle, elle a ses mérites, elle a ses défauts, mais au moins elle met tout le monde d'accord. Si jamais les partenaires sociaux pouvaient revenir sur cela, je pense que ça aiderait tout le monde à mettre en œuvre l'accord de plus souple et le plus possible. Et pour les PME, je me réjouis qu'on ait étendu car on sait. Je crois qu'on vous a perdu, Pascal. On a compris que vous vous réjouissiez que l'accord soit étendu aux PME. Ouais, je crois qu'on va clôturer avec vous. Je disais juste... Oui, allez-y. Allez-y, essayez de conclure. Je disais juste, jusqu'à... Il y avait deux types de salariés, ceux qui bénéficiaient de ces qui n'en bénéficiaient pas. Il a été rappelé qu'il y avait un sujet d'attractivité pour les PME. Je crois que c'est une partie de la réponse est là. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'avoir, même si la liaison a été un peu abîmée sur la fin, merci encore. Je dirais, sur la définition du super profit, je dirais juste que encore faudrait-il avoir un ministre des Finances qui dise qu'est-ce que c'est qu'un super profit, parce que jusqu'à présent, il n'a pas trouvé, mais on l'invitera la prochaine fois pour lui demander à débattre avec vous. C'est à l'intérieur de votre propre camp. C'est vrai que c'est un camp assez large
en tout cas, et de droite et de gauche. Donc on en reparlera certainement dans d'autres débats où on vous réinvitera volontiers. Merci à toutes et à tous.